Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire que nous organisons par l'intermédiaire de ECF, que nous remercions chaleureusement pour cette opportunité. Aujourd'hui, nous allons adresser un sujet qui vous concerne tous et qui vous intéresse tous. On le voit de par le nombre d'inscriptions qu'on a eu sur ce webinaire qui est extrêmement élevé. Vous êtes plusieurs centaines en fait pour la faire simple. Donc là, on voit que vous êtes en train de vous connecter encore pour certains d'entre vous. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en compagnie de nos intervenants. Cyril Sautreau et Charles-Olivier Diebold, que je vous invite à vous présenter, Cyril et Charles-Olivier, pour introduire cette session. Moi, je suis Jean-Blaise Diebold et je suis en charge des activités marketing et communication et partenariat chez My Company Files. Et donc, je vous donne la parole, Cyril et Charles-Olivier, pour vous introduire. Bonjour, donc Cyril Sautreau, je suis président du Forum national de la facture électronique et aussi consultant sur ces sujets-là. Et j'ai créé un des premiers opérateurs en France il y a maintenant une vingtaine d'années que j'ai vendu entre-temps à Céline. Voilà. Voilà, et Charles-Olivier, donc j'ai créé My Company Files il y a maintenant 11 ans, que je dirige avec beaucoup de plaisir en travaillant à 99,99% avec des cabinets d'expertise comptable. Voilà, aujourd'hui, on a 700 cabinets clients et on opère finalement, puisqu'on réalise un portail client pour les cabinets, on opère aujourd'hui 110 000 contacts des cabinets qui interagissent au travers de la plateforme avec leur cabinet. Très bien, merci Cyril et Charles-Olivier. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments pratiques sur le webinaire. Donc, vos micros sont coupés par défaut. Vous pouvez poser des questions dans la section dédiée dans l'outil. On vous aussi les invite à répondre au sondage qu'on vous pose en fin de webinaire, qui nous permet d'évaluer l'intérêt que vous avez porté à la thématique et à la manière dont on l'a traité. Et puis, bien évidemment, on essaiera alors au fur et à mesure de répondre un petit peu aux questions. Vous êtes très nombreux, donc je pense qu'on gardera un temps de questions-réponses qui sera dédié en fin de webinaire pour adresser les questions spécifiques que vous aurez eues. Donc, vu que le temps est limité, on va essayer d'être super précis, super concis et d'adresser les sujets d'une manière telle que vous aurez le moins de questions possible. Alors, concrètement parlant, donc on va construire ce webinaire sur 3 parties. Cyril va revenir sur des éléments clés de la réforme. Donc merci Cyril de ta présence et de ton regard précis et affûté sur le sujet. Ensuite, on expliquera avec Charles-Olivier les éléments selon lesquels pour My Company Files et dans lesquels My Company Files vient s'introduire sur cette thématique de la facturation électronique pour vous emmener sur un troisième point qui, lui, permet d'avoir une perspective et un plan concret pour aborder le sujet dès maintenant et jusqu'à l'arrivée de la facturation électronique, puisque on va le vivre et c'est une réalité que l'arrivée de la facturation électronique va être un bouleversement et la préparation qui se fait dès à présent est absolument capitale pour adresser le sujet. Je vous laisse la parole, Cyril et Charles-Olivier, pour aller dans le détail de cette présentation. Donc, Charles-Olivier, à toi de jouer. Merci Jean-Blaise. Alors bon, ça va être très rapide avant de donner la parole à Cyril. Vous voyez cette image donc d'une météorite. Alors c'est une image qui nous vient de Stéphane Reynaud, donc le rédacteur en chef de la profession comptable, entre autres nombreuses responsabilités de Stéphane, qui prend cette image et qui dit il y aura un avant et un après l'arrivée de la facture électronique, de même qu'il y a eu un avant et un après l'arrivée de la météorite qui a mis fin à la vie des dinosaures
sur Terre. Loin de nous l'idée de penser que les experts comptables, commissaires aux comptes sont des dinosaures. Mais par contre, le parallèle est assez bon, est un petit peu humoristique et assez sympathique. L'idée étant de dire les dinosaures ne pouvaient pas anticiper ce qui allait se passer. La profession comptable, si. Voilà, il y a une date, les choses sont claires, en tout cas sur beaucoup d'éléments de la réforme. Donc voilà, il faut anticiper pour finalement transformer cette menace en opportunité. D'où voilà aussi la contribution que l'on a aujourd'hui. Voilà, donc un avant, un après. Et puis, pour voir déjà plus précisément en quoi consiste cette réforme, je te passe la parole, Cyril. Et encore une fois, merci pour ta présence. Donc, Merci. Cyril, alors, faut que je reprenne la main. Ouais. je vais te la donner. Voilà. En principe, Voilà, ça va marcher. Bon. Alors, est-ce que vous voyez l'écran en question? Non, ça marche pas. Attends. Pour le moment, il est blanc. On va recommencer. Vas-y, redonne-moi, ça va fonctionner. Alors, hop. Cyril. Mince, je ne te retrouve pas. C'est ça. Non, parce qu'en fait, tu es présentateur, Cyril. Tu es présentateur, en fait, hein, Cyril. Ça y est, tu l'es. Ah, d'accord. Donc, il faut que je… Question d'affichage. Voilà. Alors, attendez, ici. Voilà. Voilà. Là, c'est bon, ça y est, c'est passé. Excusez-nous pour ce petit intermède, mais c'est bon. Et quand je tourne, ça déroule. Alors, quelques mots d'abord sur le Forum national de la facture électronique, pour vous voyez à peu près d'où je parle. Effectivement, c'est une association qui a été créée en 2012, à un moment où il y avait des forums qui se créaient dans chacun des pays d'Europe, initiés par un forum européen, et qui réunit l'ensemble des forums nationaux et qui avait pour vocation d'accompagner aussi le développement de la facture électronique en Europe en particulier, et qui regroupe donc des représentants d'utilisateurs, donc d'entreprises, des experts, des prestataires de services, et ils sont assez nombreux, et aussi des administrations et des services de l'État, et notamment, on a pas mal d'échanges en ce moment, évidemment, avec l'AIFE et la DGFiP qui portent le projet. Donc on est maintenant plus de 150 adhérents, je crois que ça adhère encore pas mal, on doit être pas loin des 155, et pour avoir une idée, voilà à peu près l'ensemble des adhérents du forum, et nous sommes là pour accompagner le mouvement, c'est-à-dire on a travaillé beaucoup sur la normalisation et les formats, j'en parlerai un peu, sur des bonnes pratiques, parce qu'on va voir que cette réforme est aussi l'occasion d'aligner les pratiques des entreprises et mieux respecter la réglementation. Bien sûr, les évolutions réglementaires, et là on est vraiment en plein dedans. Il y a quelques sujets d'interopérabilité qu'on évoquera peut-être, mais qu'on parlera peu directement, mais qui sont aussi importantes pour que tout fonctionne bien. Et puis tout ce qui est la communication, c'est exactement l'exercice qu'on fait à l'instant. Alors, pour introduire le sujet, on va commencer par prendre un tout petit peu de hauteur, s'éloigner près des météorites, regarder la Terre d'un peu loin, parce que tout ce mouvement-là est en fait un mouvement qui a été initié depuis un certain temps dans le monde, on va dire, pas seulement en Europe, pour des démarches différentes, mais souvent liées à des problématiques effectivement de meilleur contrôle fiscal et d'amélioration des performances. Alors, vous voyez sur ce graphe qu'on a en gros, en pourcentage de surface de pays, on va dire, le passage à la facture électronique à ce jour. Alors qu'il ne peut pas ne pas être complet forcément. En Amérique, c'est essentiellement l'Amérique du Sud, sachant que l'Amérique du Nord, qui est les États-Unis et le Canada, font de la facture électronique un peu, mais pas forcément dans une matière structurée comme on le fait aujourd'hui. L'Europe, c'est essentiellement, parce que vous le savez, la facture électronique est obligatoire en réception dans le secteur public, et certains pays comme la France l'ont rendu obligatoire en émission aussi. C'est bien que normalement aujourd'hui en France, il n'y a plus de facture papier vers le secteur public dans sa grande largeur de définition. En Asie, on a un déploiement qui se fait assez rapidement désormais, avec notamment la Russie, l'Inde et la Chine qui déjà représente une grosse partie de l'Asie, et puis le Japon, et puis Taïwan, et puis l'Arabie Saoudite, et il y en a d'autres qui s'ajoutent pratiquement tous les mois ou toutes les semaines. L'Afrique est un petit peu en retrait, mais va probablement accélérer le mouvement et passer directement de pas forcément beaucoup de factures à de la facture électronique. Alors ce mouvement, il est aussi impacté par une obligation finalement imposée par les administrations fiscales
qui cherchent en fait à collecter la TVA le mieux possible et le plus largement possible ou le plus intégralement possible plutôt. Et donc c'est ce qu'on appelle le contrôle transactionnel continu qui vise à imposer aux entreprises de transmettre un reporting TVA en temps réel sur les flux de vente de façon à ce que, en gros, on va se le dire assez clairement, il n'y a pas forcément le temps de cacher les choses, puisqu'en fait l'obligation c'est de dire, bah, vous vendez et vous transmettez l'information de TVA que nous allons garder dans un coin pour vous dire ce que vous devez, ce que vous nous devez en collecte de TVA et accessoirement d'ailleurs ce que vos clients sont en capacité de déduire de l'autre côté quand ce mécanisme de collecte et de déduction est en place. Alors, ça permet aussi de préparer les déclarations, etc. Et dans ce mode-là, qui peut être tout de suite après les ventes, il y a un mode aussi qui se déploie dans un certain nombre de pays, qui est un mode dit de clearance, qui veut dire pré-validation. Et là, dans ce cas-là, l'administration, en fait, veut voir les factures, souvent, enfin, pratiquement tout le temps, avec des formes structurées, parce que ce sont des traitements informatiques qui sont derrière, pour valider, en gros, la conformité de la facture, pour vérifier que c'est bien une facture qui est valable, dans sa forme en tout cas. Et à ce moment-là, elle autorise, et à ce moment-là, elle autorise le fournisseur à émettre sa facture, voire elle l'émet elle-même pour son compte. C'est le cas des systèmes centralisés comme l'Italie, où en fait vous envoyez votre facture, votre projet de facture quelque part à une plateforme qui s'appelle SDI en Italie. Elle contrôle, si c'est OK, elle va l'envoyer elle-même au client, et si c'est pas OK, elle va vous dire que cette facture est rejetée et donc il faut faire quelque chose. Alors, on estime effectivement que le déploiement de ces différents modes, ces deux modes qui soient soit de clearance, soit effectivement, enfin essentiellement de clearance ou de contrôle transactionnel continu, sont les pays en bleu, dont vous voyez toute l'Amérique du Sud est déjà déployée depuis un certain temps d'ailleurs. L'Espagne aussi, enfin surtout l'Italie, l'Espagne est en cours, mais plutôt dans un mode de contrôle transactionnel continu. Et vous voyez les grands blocs en Asie aussi qui sont déjà déployés. Et puis, il y a quelques endroits assurés qui sont des régions où le processus se met en place. Et donc, on voit la France, la Pologne, la Roumanie et la République tchèque, je pense, si je vois bien. Et on estime, enfin globalement, les experts estiment qu'on sera pratiquement à un mode de fonctionnement qui relèvera de ce principe, on va dire, avec quelques variations, à l'horizon 2030, sauf finalement les pays très anglo-saxons qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques de TVA ou sont assez culturellement opposés au fait qu'il y ait une relation de déclaration temps réel entre les entreprises et l'État, l'administration, pour le dire comme ça. Donc voilà un peu le contexte. Alors maintenant, on va recentrer un peu sur la France pour vous indiquer comment ça va se passer chez nous. Effectivement, on est un peu sur le même principe avec un des objectifs de la réforme. Alors, tel que l'administration fiscale, d'ailleurs, les présente, ils ne sont pas forcément dans cet ordre, donc l'ordre n'est pas toujours significatif, mais malgré tout, on voit bien que c'est initié par le renforcement de la prévention contre la fraude à la TVA. Alors, c'est aussi le prétexte qui a permis de faire la réforme, puisque la directive européenne qui traite de ça n'autorise pas normalement de l'imposition de la facture électronique chez les clients qui ont le droit de refuser, mais effectivement l'Italie a pu avoir dérogation sur ce point avec comme raison, c'était une bonne façon de lutter contre la fraude à la TVA et c'est d'ailleurs l'argument qu'on a utilisé en France pour arriver à avoir la même dérogation. Donc c'est quand même un sujet essentiel. Le deuxième sujet qui est aussi le premier quelque part, c'est de profiter de ce développement pour renforcer la compétitivité des entreprises, à la fois par une réduction des coûts de traitement, puisqu'une facture électronique, normalement, avec des données, ça se traite plus automatiquement qu'une facture traditionnelle papier. Et puis, ça permet d'accélérer les paiements, ce qui est un point essentiel, et de sortir les entreprises d'un mécanisme où elles ont des factures papier, des factures qu'elles déposent sur des portails, des factures qu'elles envoient par email. Et tout ça est finalement plus de complexité que des factures papier toutes seules. Donc effectivement, puisque ça fait 30 ans que ça dure et qu'on déploie doucement, donner un petit peu le signal du départ et de l'arrivée, c'est certainement plus efficace. Le troisième point, c'est d'améliorer la connaissance de la conjoncture pour l'État lui-même, pour qu'il puisse savoir un peu mieux, parce qu'au travers des factures, il y a quand même pas mal d'infos, les difficultés éventuelles de tel ou tel secteur et avoir les bonnes politiques publiques. Et le dernier, qui est un peu dans le dites-le-nous une fois, ou ce qu'on a fait pour les impôts sur les particuliers ou la DSN, c'est de faciliter les déclarations de TVA par le pré-remplissage. L'idée étant que les flux de factures et de déclarations, puisqu'on va pouvoir déclarer d'autres choses, construisent la déclaration de TVA aussi bien sur la partie collecte que dans un second temps, mais ça va finir par arriver, sur la partie déductibilité. Et donc tout ça a donné
deux grandes obligations. La première, c'est une obligation de facture électronique entre assujettis. Alors c'est important, hein, le périmètre, c'est des factures qui sont émises et reçues par des assujettis à la TVA. Donc, s'il y a des entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA, comme par exemple, qui ne sont pas assujetties sur un domaine d'activité comme de la formation ou d'autres types d'activités, elles ne sont pas dans la réforme. Mais ceci dit, la grande majorité de l'activité en France est dans la réforme et il faut être assujetti en France. Donc c'est pareil, les factures internationales ne sont pas dans ce cadre-là. Et puis les factures B2C ne sont pas adressées à des assujettis, donc ne sont pas non plus dans ce cadre de facturation électronique. Ces facturations électroniques, elles doivent se faire avec des factures, on va parler des formats un peu plus tard, qui doivent contenir donc des données, et on va en parler aussi pour savoir quelles sont les données minimum qui sont requises désormais, qui seront requises dans les factures. Et puis, autre point important, il y a aussi un suivi des statuts de traitement de ces factures. En premier lieu, parce qu'au fil de l'échange des factures, la TVA va être déclarée. Et donc, si jamais, enfin celle qui est sur la facture, si jamais cette facture est refusée, mal adressée, rejetée, ben, il faut bien que l'administration fiscale soit au courant pour finalement faire le retour arrière des éléments qui ont été déclarés et qui sont rejetés. Donc ça, c'est un premier point important. Et puis, on va voir que aussi, dans le cadre des factures des ventes de services pour lesquels on n'a pas opté pour le débit, eh bien, la TVA est due à l'encaissement. Et donc, ça va ajouter une obligation de ce qu'on appelle de e-reporting sur les encaissements, c'est-à-dire de déclarer quand est-ce qu'une facture dont la TVA est due à l'encaissement a été payée, puisque c'est là que le pré-comptabilisation de TVA va se faire. Le deuxième élément qui a été rajouté donc dans cette réforme par rapport à la réglementation initiale, c'est ce qu'on appelle le e-reporting, parce qu'effectivement l'objectif c'est aussi de préparer des déclarations de TVA complètes et dans la déclaration de TVA, il y a bien sûr les ventes B2C et il y a des impacts des ventes internationales et d'ailleurs aussi des acquisitions internationales, puisqu'en général c'est elles qui portent la TVA et l'administration, puisqu'on est en autoliquidation de TVA en général, et l'administration en plus veut regarder plus précisément ces échanges internationaux qui sont plutôt les endroits, on va dire, où un certain nombre de fraudes s'organisent. Donc effectivement, ce champ-là, qui est important dans la réforme, c'est un champ complémentaire à la facture électronique qui est du e-reporting et donc de la déclaration. C'est du contrôle transactionnel continu, effectivement plutôt après les ventes, mais immédiatement après les ventes ou en quasi temps réel. Alors ça, c'est pour dire la même chose, mais pour donner les références des textes. Donc, je ne vais pas reprendre dans le détail, mais effectivement, des nouveaux articles du CGI ont été créés d'abord dans une ordonnance et confirmés dans la loi de finances rectificative de cet été, et donc qui viennent entériner tout ce qu'on vient de dire, y compris le mode de fonctionnement qui va se passer au travers d'un portail public de facturation et de plateformes de dématérialisation partenaires de l'État. Alors voilà, effectivement, faut bien comprendre comment les flux vont s'organiser. Jusqu'à maintenant, les fournisseurs et les acheteurs, qui sont les acteurs en jaune ou en orange sur ce graphe, s'envoient des factures directement, hein, par tout moyen, papier, mail, ou des solutions, ou des prestataires, etc. Demain, quand on sera dans la réforme, les factures entre assujettis, encore une fois, ne pourront s'échanger qu'au travers des acteurs en bleu. Alors, dans les acteurs en bleu, on a un portail public de facturation qui est au centre et qui effectivement peut traiter des factures pour les entreprises qui le choisiraient, soit à l'émission, soit, enfin, surtout en réception. Et puis, il y a des plateformes de dématérialisation partenaires, et partenaires veut dire partenaires de l'État, qui peuvent aussi proposer les mêmes types de services, c'est-à-dire la capacité à émettre et recevoir des factures pour le compte de leurs clients, les entreprises, qu'ils soient donc émetteurs de factures ou destinataires de factures. Et elles ont comme rôle, elles doivent contrôler finalement ces factures. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans un mécanisme dit de clearance par rapport à ce que je vous ai dit au début, parce que les factures vont être formellement contrôlées, et c'est pour ça qu'il y a les données dedans, sur la présence en gros des mentions obligatoires, quelques règles de gestion additionnelles, qui font que si une facture ne respecte pas ces contrôles, elle ne pourra pas être émise. Donc, ce sera le rôle des plateformes de dématérialisation partenaires ou du portail public de facturation de les arrêter, de les rejeter à l'émission. Donc, les factures ne seront pas du tout émises. Et puis, ce sera aussi leur rôle d'extraire un certain nombre d'informations de ces factures, qui peuvent en contenir un certain nombre de façon structurée, pour les transmettre à l'administration fiscale. Donc, si je pars du haut à gauche, le fournisseur va émettre sa facture à la plateforme de dématérialisation partenaire en haut à gauche aussi. Et puis, celle-ci va extraire les données attendues par l'administration fiscale, les transmettre au portail public de facturation dans son rôle de collecte des informations fiscales, qui lui-même les transmettra tout en bas
à l'administration fiscale. Et à ce moment-là, il pourra émettre la facture au rond bleu qui est la PDP. Alors, PDP voulant dire plateforme de dématérialisation partenaire du destinataire pour qu'il puisse lui-même la transmettre à l'acheteur. Et puis, j'ai pas parlé encore d'acheteurs qui sont importants aussi, qui sont les acheteurs en blanc, qui sont les opérateurs de dématérialisation. Alors, nom assez mal choisi parce qu'ils ne sont pas opérateurs d'échange de factures, mais ils interviennent pour le compte des entreprises en amont et en aval du système d'échange représenté par les blocs bleus. Par exemple, si un fournisseur fait appel à une plateforme, à un opérateur de dématérialisation, celui-ci va pouvoir, par exemple, l'aider à créer les factures dans les bons formats, parce que parfois, ça sort d'un système d'information et c'est pas forcément dans le format attendu, et le format qui sera exigé d'ailleurs dans la réforme. Donc, il peut aider à ça. Il peut aider à pousser les factures suivant les cas, soit vers le portail public de facturation, si c'est le choix du fournisseur, ou si on a une offre un peu bundlisée, ou bien alors vers une PDP partenaire ou une PDP choisie par le fournisseur côté émission. Et de même en réception, eh bien, ça peut être un partenaire qui va collecter pour le compte de l'entreprise les factures soit sur le portail public de facturation, soit sur des PDP, sachant qu'en plus, une entreprise peut choisir, suivant ses achats, plusieurs PDP. Elle peut dire, j'ai une PDP pour mes achats de production qui sont plutôt mes flux EDI traditionnels et j'ai un prestataire qui sait faire ça, parfait. Et puis, j'ai le portail public de facturation ou un autre PDP plus généraliste pour mes achats autres. Et dans ce cas-là, c'est peut être intéressant d'avoir un prestataire qui va m'agréger tout ça pour m'aider à les valider, à les rapprocher et à faire les intégrations comptables. Donc, on voit bien qu'il y a des rôles de valeur ajoutée qui sont différents suivant les plateformes, sachant que les plateformes de dématérialisation de partenaires peuvent avoir envie d'intégrer des fonctionnalités d'OD dans leur offre, bien sûr. Voilà, donc vous voyez que c'est un changement assez important dans la façon dont les factures vont s'émettre et se recevoir. Autre point important aussi de cette réforme, c'est le fait qu'on va avoir un suivi et une sorte d'alignement du cycle de vie des factures. Aujourd'hui, quand vous transmettez une facture, alors si c'est une facture papier, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Si c'est une facture PDF par mail, on n'en sait pas plus en général. Et si on dépose sur une plateforme, d'abord, il faut en général la ressaisir, faire des trucs, donc c'est assez manuel. Et en plus, le suivi, si on l'a, il faut aller sur la plateforme de l'acheteur, taper le numéro de sa facture, savoir où on en est. Et quand ça marche bien, on a une réponse. Donc, on est quand même dans une sorte de trou noir, malgré tout, aujourd'hui, sauf si on a choisi la solution de son acheteur, où là, c'est plus intégré. L'objectif de la réforme, c'est aussi de rentrer dans un mécanisme beaucoup plus interopéré, où le fournisseur choisit sa plateforme, émet ses factures, donc arrête d'aller les déposer sur les plateformes de ses clients, et effectivement, on va voir un suivi du cycle de vie avec la facture. Donc, en haut à gauche, le fournisseur dépose sa facture dans le bon format. Si on fait les contrôles, si les contrôles sont positifs, elle est qualifiée déposée. Puis ensuite, la plateforme émettrice va l'émettre. Donc, on aura un statut d'émission pour dire elle est bien partie, un statut de réception pour dire elle est bien arrivée en face dans la plateforme de l'acheteur. Et ça, c'est pas fini. Après, il y a potentiellement des rejets qui sont possibles dans le cas où il y aurait des contrôles qui auraient été mal gérés à l'émission ou des contrôles plus forts. Enfin, on a un mécanisme de rejet possible, un peu automatique au niveau de la plateforme elle-même. Puis ensuite, la plateforme va renseigner, va mettre à disposition la facture, ce qui veut dire, elle va notifier à l'acheteur, elle va lui dire, vous avez une facture, soit je vous la livre, soit vous venez la chercher, et c'est une information qui va donc être disponible pour le fournisseur. Donc ça, c'est important en termes de traçabilité. Ensuite, elle est prise en charge, c'est-à-dire traitée comptablement, ou bien alors elle peut être refusée. Alors à la fois, il y a deux raisons de la refuser. La première, c'est de dire cette facture n'est pas pour moi, et donc effectivement, c'est important d'abord de le signifier et de le signifier à la DGFiP parce que le fournisseur, lui, il a vu sa TVA accumulée, il va falloir qu'il fasse un retour arrière. Ou bien alors, elle peut être refusée avec demande d'avoir ou de facture rectificative parce qu'on n'est pas d'accord sur la facture. Puis vous voyez qu'il y a des statuts autres qui sont plus fonctionnels, alors qui sont alimentés avec un petit rond jaune, qui veut dire qu'ils ne sont pas obligatoires au sens où la DGFiP ne les verra pas et ne demande pas elle demande rien. Elle dit simplement que dans le fonctionnement courant, c'est fortement recommandé parce que ça aide à la traçabilité et au partage d'informations. Donc, c'est plutôt faites l'effort des acheteurs de les transmettre. Et dans ce cas-là, les plateformes auront, elles, l'obligation de les pousser à la plateforme du fournisseur et au fournisseur. Et puis, le dernier statut qui est en haut à droite, cette fois-ci, qui est le statut encaissé, eh bien, c'est uniquement sur les factures dont la TVA est à l'encaissement, où là, il y a une obligation du fournisseur de renvoyer une information pour signifier l'encaissement de cette facture. Et ça veut dire qu'il faut que le fournisseur soit en capacité de lettrer ses paiements, parce qu'il ne dit pas je suis payé de tant d'euros, il dit la facture Intel a été payée pour tel montant,
parce que c'est ça qui va déclencher la collecte de TVA qui correspond. Et donc, ça veut dire que pour les entreprises, il y a maintenant, enfin, il y aura, pour peu qu'elles conservent, qu'elles n'optent pas pour les débits, il y aura une obligation de savoir lettrer assez rapidement, puisqu'on va voir que ces déclarations vont devoir être assez rapides. Alors, maintenant, quelles sont les données si on rentre? Alors, je ne vais pas vous faire le détail des mentions obligatoires, hein, je vais partir du principe que vous les connaissez, d'une facture, mais il y en a quelques-unes en nouvelles, donc celles qui sont en orange, et puis ça montre aussi qu'il y en a quand même un certain nombre qu'il ne faut pas oublier. Alors, la première qui est importante, qui devient une mention obligatoire, qu'il faudra transmettre à l'administration fiscale, ça c'est celle que l'administration fiscale demande, c'est le numéro de sirène du client. Parce qu'en fait, les clients vont être repérés, voilà, leur adressage se fera à partir du numéro de sirène. De leur numéro de sirène, c'est comme ça qu'on saura, grâce à un annuaire géré par la plateforme publique, la plateforme nationale, c'est grâce au numéro de sirène qu'on saura où elle est hébergée, c'est-à-dire quelle est la plateforme de dématérialisation partenaire du destinataire. Ce sera pour être le PPF, la plateforme publique, ou bien n'importe quel autre PDP qui aurait été choisi par le destinataire. Ce qui fait d'ailleurs une interopérabilité, une portabilité native, c'est-à-dire que quand le destinataire changera de PDP, en fait, son adresse ne changera pas parce que c'est son numéro de sirène. Donc ça, ce sera une mention obligatoire nouvelle fiscale, et c'est-à-dire, c'est même pas une mention obligatoire commerciale, donc c'est totalement une mention nouvelle. Et puis la deuxième chose importante, c'est que l'administration va demander que soit signifié dans la facture le fait que c'est une facture de bien, une facture de service, puisqu'effectivement la TVA a priori nativement ne se collecte pas au même moment, ou bien une facture double, une vraie facture double, c'est une facture qui contient des lignes de biens et des lignes de services indépendantes, dont l'une n'est pas l'accessoire de l'autre, et où là encore il y a une problématique à gérer sur la date d'exigibilité de la TVA qui y est référée. Et puis la troisième, ça va avec, c'est de dire si vous êtes sur une prestation de service et que vous avez opté pour les débits, faut le dire dans la facture parce que ça veut dire que la TVA est collectable et déductible à la facture et pas à l'encaissement, donc c'est important de le savoir. Alors après, il y a un certain nombre d'autres données. Tout ça, ce sont des données qui vont être exigées dès le 1er juillet 2024 sous forme donc structurée, donc dans un fichier XML qui va être fourni à l'administration et qui sera issu de vos factures. Là, on continue avec un certain nombre d'autres mentions obligatoires, je passe assez vite, et vous voyez qu'il y a vers le bas des mentions qui sont les mentions de ligne, donc les prix unitaires brut et net, la dénomination du bien, la quantité, l'adresse de livraison, c'est la différence de celle du client, la date d'émission, qui est plutôt une donnée de ligne, mais c'est donné plus tard, la date d'émission de la facture rectifiée, vous voyez, la mention d'escompte, etc. Ces données-là, elles ne seront exigées de façon structurée qu'au 1er janvier 2026. Donc, il y a une sorte de tolérance à dire, vous me fournissez d'abord, en gros, les données classiques d'entête et pied, les mentions obligatoires classiques d'entête et pied. En gros, ce qu'on sort d'un processus de scan, hein, en général, on ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et puis, je vous demanderai, vous pouvez le faire avant, bien sûr, mais au plus tard, au 1er janvier 2026, il y aura obligation de fournir aussi les informations de ligne pour l'essentiel et plus l'adresse de livraison, qui est un truc un peu particulier. Voilà. Et puis on voit qu'il y a aussi une autre tolérance qui est de dire, vous pourrez, en tout cas le portail public de facturation proposera un service où vous pourrez déposer une facture PDF, on vous aidera à saisir les informations qui sont exigées. Et là, dans ce mode-là, vous pourrez le faire jusqu'au 1er janvier 2028. En gros, si vous êtes dans une transformation d'un fichier PDF en facture X, qui est un format de la réforme. Alors ouais, bien sûr, la Cyril, juste une oui. seconde, c'est effectivement une question qu'on avait là dans le chat. Donc, c'est est-ce que ce sera possible? Donc, oui, jusqu'à une date donnée qui correspond à une dérogation. Voilà, effectivement. Donc, le dépôt de PDF, attention, quand on dépose un PDF, c'est pas complètement une facture, c'est un morceau de la facture, puisque le complément, c'est les données qu'on va extraire. Et donc, on aura une tolérance pour faire ça. Et dans ce cas-là, on ne sera pas obligé de saisir à nouveau sous forme structurée les données de ligne jusqu'au 1er janvier 2028. Ce qui veut dire qu'à partir de cette date, il faudra être capable de faire des factures qui ont aussi les lignes de facture structurées. Et puis, quand on est dans un format de facture, il y a aussi des données qui sont nécessaires simplement parce que le format veut ça. Par exemple, on met normalement l'adresse postale du vendeur dans une facture, l'adresse postale du client, tout ça sont des mentions obligatoires. Le montant TTC, c'est quand même pratique pour la payer. Le montant de la compte et de net à payer, enfin des informations de base, c'est pas très compliqué à mettre, mais c'est des informations qui sont en plus, mais qui ne seront pas transmises à l'administration fiscale. Donc, c'est des obligations pour que ce soit une facture, mais ce n'est pas transmis à l'administration fiscale.
Alors, les formats qui vont découler de ces factures, enfin qui vont être exigés, il y a 3 formats essentiels qui sont des formats structurés. Donc, leur petit nom, leur syntaxe, c'est XML pour la forme, on va dire, et un qui s'appelle UBL, un autre UNCFAX C2I. Et puis, un troisième format mixte, qui est un format PDF qui contient à l'intérieur les données attendues, en gros, par l'administration fiscale, plus toutes celles qu'on est capable de mettre, sous forme structurée dans le format C2I. Et ça, tout le monde doit être capable de les traiter. Alors, tout le monde en réception et au moins l'un des 3 en émission pour les PDP, mais en pratique, la plupart sauront faire les 3, et le PPF, lui, saura faire les 3 en émission comme en réception. Il a aussi la possibilité de faire d'autres formats, parce qu'il y a des flux qui existent déjà, par exemple des flux Edifact, enfin facture électronique, ça existe depuis 30 ans, donc il y a déjà des flux qui existent, et l'objectif n'était pas recommencer. La seule obligation, c'est que ces flux contiennent bien les mêmes données requises sous forme structurée, puisqu'il faut les envoyer à l'administration fiscale. Et là, il n'y a que les PDP qui peuvent se les échanger entre elles, parce que le portail public de facturation, lui, ne traitera que le socle minimal. Il ne peut pas traiter tous les formats de la planète. Donc, l'objectif, c'était de permettre une continuité. Et donc, vous avez compris qu'à terme, la facture PDF telle qu'on la connaît aujourd'hui toute seule n'existera plus. Elle devra obligatoirement être accompagnée donc de données à l'intérieur en minimum des mentions obligatoires. Et donc, c'est effectivement le format de facture X. Alors, vous pouvez voir en fait la partie rouge au milieu, là, enfin, qui contient beaucoup de rouge, c'est une facture XML. Enfin, ce sont les données XML d'une facture. Et la partie à droite, eh bien, c'est la facture dans la vision PDF. Alors, on voit bien que à droite, c'est pour les gens comme nous. On peut comprendre tout ce qui est écrit dans une seule page, mais un ordinateur aurait du mal à comprendre. Et à gauche, en fait, il y a 5 pages. Nous, si on voulait comprendre, ce serait infernal. Et par contre, une machine comprend parfaitement. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle hybride ou mixte. C'est le format de facture qui permet de gérer à la fois les besoins des machines et des humains. Après, il y a un certain nombre de profils de données, je vais passer dessus, qui permettent à chacun de dire je mets un peu les données obligatoires ou je suis capable d'en mettre plus. Et dans ce cas-là, j'appelle des profils différents. Alors, on a à peu près fini pour les grandes obligations de facture électronique. Il restera le planning que je mettrai à la fin, dans quelques minutes. Et le point que je voulais aborder maintenant, c'est le e-reporting. On n'a pas beaucoup parlé. Et donc, il y a une obligation de fournir des informations sur ces transactions de vente en B2C vers des particuliers, plus précisément vers des non-assujettis. C'est-à-dire, si j'envoie ça à une association non-assujettis, considérée comme un particulier, ça rentre dans le périmètre du e-reporting. Pour mes ventes internationales, d'accord, donc qu'elles soient en Europe ou à l'export, pour mes acquisitions internationales, donc ce que j'achète de l'international, alors à la fois les acquisitions intracommunautaires et les importations de services. Alors la seule exclusion, ce sont les importations de biens, puisqu'elles sont contrôlées en matière de TVA, etc., par les douanes. Donc ceci est hors champ. Donc quand vous achetez des biens à l'export, donc hors Union européenne, là c'est en dehors du périmètre de e-reporting. Et puis l'encaissement, j'en ai déjà parlé, à la fois sur les factures qu'on a vues tout à l'heure, mais aussi sur toutes les ventes qui sont juste au-dessus. C'est-à-dire si je fais des ventes B2C payées plus tard, qui sont soumises à la TVA, à l'encaissement, alors je devrais déclarer non seulement au moment où je fais les ventes, mais au moment où je suis payé des ventes. Alors comment ces déclarations vont se faire? En gros, si jamais ces ventes sont sous-tendues par une facture, par exemple toutes les ventes B2B internationales, il y a une facture obligatoirement, ce qu'on va demander, enfin ce que va demander l'administration fiscale, c'est exactement la même chose que ce qu'elle demande sur les factures. Donc globalement, c'est le même traitement, il faut extraire le même type de données avec les mêmes tolérances en tête et pied, puis plus tard les lignes. Et puis sinon, essentiellement pour les ventes B2C, elle va demander un cumul quotidien des ventes par taux de TVA. Donc elle veut savoir jour par jour combien a été vendu et encaissé pour les services répartis par taux de TVA. Voilà la demande. Alors maintenant, quand est-ce qu'elle va demander ça? Eh bien, elle va le faire, ça dépend un peu de la situation de l'entreprise. Plus l'entreprise est grosse, plus c'est rapide. Donc pour une entreprise qui est au régime normal, déclaration mensuelle, c'est tous les 10 jours sous 10 jours. Donc pour le vin, il faut avoir donné le détail de l'ensemble des ventes jour par jour, entre le 1er et le 10 pour le B2C, et toutes les ventes B2B internationales et les acquisitions B2B internationales sur cette période. Et pour ce qui est des encaissements, là, il y a une petite tolérance, c'est pas tous les 10 jours, mais tous les mois sous 10 jours. Donc, on répond à la question uniquement mois par mois pour les encaissements. Pour ce qui est du régime normal trimestriel, donc là où on déclare tous les trimestres, cette fois-ci, c'est tous les mois, tous les 10 jours pour toutes les déclarations de e-reporting. Si on est au régime simplifié, c'est tous les mois, mais on a un peu plus de temps pour le faire.
il faut le rendre avant entre le 25 et 30 du mois suivant. Et si on est franchise à bas, c'est pareil, mais tous les 2 mois. Donc voilà, vous voyez que c'est un rythme quand même accéléré de reporting de votre activité, parce qu'en gros, ceux qui le faisaient à l'année le font au mois, ceux qui le faisaient au mois font tous les 10 jours, hein, pour faire les choses simples. Et Alors, juste, Cyril, parce que c'est important, là, tu avais les dates, les échéances en bas à gauche. L'obligation de reporting pour les petites entreprises, c'est à partir du 1er janvier 2026. Alors, tu le voilà, c'est ça. rediras après. Je vais le dire plus tard, mais c'est important. Parce qu'effectivement, on verra qu'on peut anticiper ces obligations. Alors, autant on pense que c'est une bonne idée d'anticiper l'obligation de e-invoicing, ne serait-ce que des factures électroniques, parce qu'on va avoir la traçabilité, on va savoir où sont nos factures et on saura les émettre puisque les gens d'en face seront obligés, les clients seront obligés de les respecter, de les recevoir. Autant anticiper le e-reporting si ça sédimente un peu et que vous voyez que c'est quand même un peu compliqué, je pense qu'il y aura peu de monde qui aura envie d'anticiper ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que pour les PME, probablement c'est un sujet 2026 et pas avant. Ce qui est un point important, tu as raison, Jean-Charles. Donc l'émission, bon, j'en ai déjà pas mal parlé, hein, parce qu'il faut avancer. Effectivement, les plateformes d'animation partenaires, elles font des contrôles à l'émission, elles font des contrôles en réception, elles doivent présenter des lisibles des factures, ce qui aidera bien tout le monde, parce que quand c'est des factures structurées complètes, on ne saura pas les lire. Donc là, elles ont l'obligation de produire un lisible. Elles doivent les transmettre ce qui va bien à l'administration, transmettre le e-reporting en le collectant, et elles doivent mettre aussi à jour l'annuaire de l'ensemble de ses clients pour que les clients soient correctement adressés. Donc c'est elle qui dit ce client est chez moi en réception dans l'annuaire. Elles ont aussi des obligations, donc elles sont immatriculées, elles ont des obligations de sécurité, doivent être ISO 27001, elles doivent être en hébergement de très haut niveau, donc ce qu'on appelle de qualification Secnum Cloud. Et puis, les utilisateurs qui accèdent à cette plateforme doivent le faire sous une forme sécurisée, c'est-à-dire à terme de l'identité numérique professionnelle substantielle, en gros, son doigt, sa tête, et en attendant, un peu comme quand vous rentrez sur votre compte bancaire chez les banques, donc avec un mot de passe dynamique. Alors, quel est le calendrier? On a une obligation de réception qui commence au 1er janvier 2024 pour tout le monde. Donc, tout le monde est concerné par la réforme au 1er janvier 2024 en réception de factures. Et tout le monde recevra des factures parce que les grandes entreprises, elles sont obligées d'émettre dès le 1er juillet 2024 aussi. D'accord? Donc, au 1er juillet 2024, tout le monde doit recevoir et tous les grands émetteurs doivent émettre. Et d'ailleurs, ils doivent aussi faire le e-reporting. Ensuite, on a les ETI qui rentrent 6 mois plus tard, en 2025, et toutes les entreprises 1 an plus tard, donc au 1er janvier 2026. Mais on a le droit d'anticiper et de façon indépendante entre l'émission de factures et le e-reporting. Donc, on peut très bien décider, parce qu'on fait des factures vers le secteur public, de les émettre vers le secteur privé, qu'on émette toutes ces factures par le système d'échange, et on attend pour le e-reporting 2026. Voilà, donc l'impact, globalement, je passe parce que je vois que le temps passe vite, désolé, mais c'est effectivement important de dérouler. L'impact pour les assujettis sur les factures fournisseurs, la première chose, il faut qu'ils choisissent une plateforme parce que sinon ils ne pourront pas recevoir de factures, donc ça c'est une obligation pour eux avant juillet 2024, et potentiellement un OD qui va les aider à traiter ces factures qui arrivent. Elles doivent aussi être en situation de renvoyer des statuts. Alors, elles peuvent le faire eux-mêmes directement sur le PPF ou elles peuvent le faire, encore une fois, au travers d'un OD qui va les aider à le faire parce qu'il les aide à faire des traitements et lui les poussera comme il faut au bon endroit. Et puis, ce serait dommage de ne pas utiliser les données de facture pour faire du traitement automatisé. Et là encore, les OD sont aussi là pour aider à traiter ces factures. Il y a un sujet important en réception de factures, c'est que sur les acquisitions internationales, il faudra extraire les mentions obligatoires des factures, et ça de façon durable. Donc, si ces factures ne sont pas avec des données, il y a quand même un sujet qui est comment je traite ces factures d'achat, parce qu'on a vite acheté en Europe ou à l'international, hein, et donc on n'a pas forcément des factures structurées, du PDF ou des choses, et là, il faudra être capable d'extraire les mentions obligatoires de façon structurée, donc il y a un enjeu. Pour ce qui est des factures clients, la première des choses, c'est qu'il faut savoir adresser ses clients. Donc, il va falloir connaître le numéro de sirène de ses clients. Il va falloir aussi savoir fabriquer des factures avec les mentions obligatoires sous forme structurée. Ça peut avoir un impact dans votre système de gestion, parce que tout le monde ne sait pas bien le faire. Après, il faut paramétrer l'outil de gestion commerciale pour qu'il sache cracher ce qui va bien. Et puis, choisir sa plateforme d'émission. Et là encore, un OD peut aider à fabriquer des factures. Ce serait dommage de ne pas utiliser les statuts pour s'aider à la traçabilité et puis réfléchir ou travailler le lettrage si on a des factures de service.
Et enfin, faire le reporting sur les ventes, qui est un sujet en tant que tel, même s'il n'y a qu'une ligne dans ce slide. L'impact pour les experts comptables, bah, évidemment, c'est d'accompagner les entreprises. Hein, les PME, elles doivent se cogner quand même tout ce qu'on vient d'expliquer là. Ça fait quand même beaucoup. Et globalement, elles vont passer d'une comptabilité qu'on va qualifier de boîte à chaussures, vous connaissez bien le terme, à un reporting TVA en temps réel. Vous voyez que là, tout se passe en temps réel. On n'envoie pas son truc qu'on fait à la fin du mois. C'est en temps réel, ou quand on le faisait à l'année, c'est au mois, et ainsi de suite. Donc à la fois les factures, le cycle de vie, mais aussi les ventes qui doivent être suivies jour par jour pour des déclarations qui sont tous les 10 jours ou tous les mois. C'est aussi l'occasion de mieux respecter la réglementation comptable, c'est-à-dire je fais une facture, mon client n'en veut pas parce qu'il me dit que c'est pas pour lui, aujourd'hui on fait comme si on l'avait pas envoyé. Là, il va falloir faire des avoirs internes ou faire des avoirs qui rectifient les factures quand il y a des erreurs. On ne rejette pas des trucs comme ça en les mettant sous le tapis. Quand il y a des acomptes, on fait des factures, par exemple, c'est pas forcément appliqué, et là, il faudra les faire. Donc, la réglementation normale, comptable et fiscale devra être plus respectée, et d'ailleurs, il y a plein de cas d'usage qui décrivent différents cas d'usage qui doivent être traités de façon relativement alignée dans les spécifications externes. Et puis, effectivement, il y a de la valeur ajoutée à aller chercher, que ce soit du pilotage d'activité, parce qu'on aura une plus grande visibilité, puisqu'on a plus de données et en temps réel, une richesse de données pour éventuellement aider à apporter de la valeur ajoutée après anonymisation, et puis une accélération des traitements et donc des paiements, une capacité à refinancer en ligne plus rapidement. Enfin, on voit bien tout ce qui peut se passer derrière. Et je pense que Jean-Charles va en parler juste après. Voilà, donc effectivement, s'il faut retenir une chose, ça commence en 2024 pour tout le monde et pas en 2026, au moins en réception, et c'est dommage de ne pas en faire quelque chose. Ça peut commencer en émission le plus tôt possible, et c'est aussi dommage si on sait le faire de ne pas le faire, parce qu'on a la traçabilité qu'on n'a pas aujourd'hui. Les factures, effectivement, vont se déployer probablement, progressivement. Plus de PDF simple à terme, donc il va falloir passer de la facture image à la facture avec des données. Il faut passer par un système où il y a des plateformes tierces qui soient soit le portail public de facturation, soit des PDP. Le traitement comptable des factures doit se faire en continu. Et attention au lettrage pour ceux qui vont le faire, il faut le faire en continu aussi. Et enfin, on a toutes les données, les données essentielles des factures et un cycle de vie partagé. Donc c'est à la fois de la valeur ajoutée et aussi des quelques contraintes qu'il faut transformer en opportunités. Voilà, j'ai parlé vite, etc., mais ça permet de dérouler toute la présentation. Et merci Cyril. Alors, donc on va rebondir sur ce que tu as apporté de toute façon. Donc vous allez voir, on a construit quelque chose qui, en tout cas, on l'espère, sera clair et utile. Et je pense que c'est important, c'est précieux d'avoir cette compréhension un peu plus précise de ce qui arrive. Et là, on a une vue qui, merci Cyril, en tout cas, je pense que ça remet un certain nombre de choses en évidence. Voilà. Alors, deuxième étape dans ce webinaire. Donc, on a forcément travaillé au niveau de My Company Files sur la vision. Qu'est-ce qu'on voit arriver et puis forcément notre positionnement. Donc la deuxième étape, c'est cet élément-là parce que et en gros, ça fait consensus avec tous les gens. J'ai envie de dire, on n'a pas eu d'objection et on commence à avoir pris la parole pas mal sur la vision qu'on a eue. Et donc, on va vous parler là de My Company Files dans ce contexte. Et puis, comme le disait Jean Blaise tout à l'heure, alors on t'a un peu embrouillé, Cyril, forcément. On a deux prénoms un petit peu particuliers, Charles-Olivier et Jean Blaise. Donc, voilà, pour ceux qui se posaient la question, quand Cyril disait Jean-Charles va expliquer, non, c'est Charles-Olivier. Voilà. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Vous aurez peut-être remarqué certainement qu'on a les mêmes noms de famille avec Jean Blaise et en fait, on a la même maman qui a la même originalité, qui a exprimé la même originalité, en tout cas pour les deux frères. Voilà pour la parenthèse. Alors, du coup, forcément, on prend notre prisme My Company Files et on simplifie un certain nombre de choses. On adapte de toute façon par rapport à plusieurs choses. D'abord, donc, My Company Files, on est dans la relation entre le cabinet et son client. Et donc, nous, on réfléchit en permanence, OK, l'entrepreneur, en fait, qu'est-ce qu'il doit comprendre et quel va être son parcours? Donc ça, c'est vraiment nous ce qu'on travaille. Alors,
en synthèse très rapide hein, sur ce qu'on a pu dire ou sur ce que Cyril a apporté, ou en tout cas notre point de vue alors plus que simplifié sur le portail public et puis sur les PDP, à noter quand même, hein, c'est que le portail public du coup sera gratuit pour les entreprises, mis à disposition par la DGFiP. C'est le successeur de Chorus Pro. Il sera volontairement réduit en termes de fonctionnalité pour laisser la place et l'existence, et donc on est sur quelque chose d'assez original hein, dans le dispositif au PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaires. Et alors ça, c'est important à noter, on verra les premiers pilotes interconnectés avec le portail public début 2024. Ça veut dire qu'il va se passer quand même un petit peu de temps. Donc, il va y avoir des candidats PDP qui vont aller se présenter quelque part à la DGFiP. Voilà. Donc, il y a du chemin encore à parcourir. Si vous voulez aller plus loin, il y a des articles, enfin, il y a un dossier complet facturation électronique sur le site Compta Online, dont un article qui mentionne les candidats PDP concrètement. Voilà. Alors, donc, encore une fois, on reprend un peu de hauteur. Nous, la réflexion, là, c'est dire, OK, de toute évidence, tous vos clients, donc vous êtes cabinet, vous avez 100 clients, tous vos 100 clients ne vont pas choisir la même plateforme. Quoi que vous leur disiez, même si vous êtes très assertif et que vous leur dites, ce serait quand même super bien que vous preniez ça, vous avez, le 100% n'arrivera pas. On va être sur du flux, quelque part, facture. Donc, notre analyse, c'est de dire, OK, en fait, pour le cabinet, il est urgent d'avoir un point d'entrée digital unique pour 100% de ses clients, multiflux, entrant-sortant, hein, donc ce que vous devez collecter, ce que vous devez restituer, et puis sur les thématiques, achat, vente, paye, juridique, etc. Donc, tout ce qui constitue aujourd'hui, en fait, votre relation client, il ne s'arrête pas sur les flux achats et vente. L'enjeu, on va le dire souvent, c'est vraiment de garder vos clients sur votre quai. À vous, votre quai d'embarquement. Donc, on est chez vous et c'est primordial en fait d'être en marque blanche et de disposer en fait d'un portail et d'une application smartphone. Alors, on va y revenir rapidement. Alors, j'ai aperçu une question là dans les questions posées qui est du coup, My Company Files va être PDP, va être OD. Alors, nous, on va être opérateur de dématérialisation. Alors, l'idée, c'est de dire on va se présenter comme le portail, on se présente d'ores et déjà comme le portail de service du cabinet. Donc, on ne va pas aller chercher les certifications, on ne va pas avoir ce même rôle. On va rester en fait sur ce qu'on sait faire, donc qui est, encore une fois, d'être ce point d'entrée digital à vos couleurs. On se répète un tout petit peu là, mais parfois, il faut répéter un peu les choses et c'est fondamental parce qu'on est en train de dire de se rappeler que les clients des cabinets, pour 95% d'entre eux aujourd'hui, sont des entreprises de moins de 5 salariés. Ça veut dire que c'est des gens qui sont comme moi quand jusqu'à un certain temps dans mon parcours avec My Company Files, avec pas de ressources administratives, presque pas, toujours en train de courir, et donc avec par contre le téléphone dans la main à peu près en permanence, et donc le smartphone dans la relation avec le cabinet est indispensable. Par contre, ça doit être du 100% utile et on ne doit pas être dans le gadget. Et puis, c'est indispensable que ce point d'entrée digital soit interconnecté. Aujourd'hui, avec les outils de production, avec les OCR, etc. Demain, avec les PDP. Alors, on commence par un peu la conclusion. Notre perspective en 4 points, et ça, c'est largement partagé, y compris par vous. Il y a des études qui ont été faites, des sondages. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est une opportunité. Tant mieux. Maintenant, il y a 2 menaces assez sérieuses. La première, nous on voit en fait ces acteurs que sont les banques qui poussent pas mal apparemment des solutions de gestion commerciale. Donc on entend parler de certains établissements bancaires qui poussent. Et puis le timing serré. Voilà. Donc 2, on va dire menaces. Pas de quoi s'inquiéter aujourd'hui outre mesure. Par contre, il faut avancer. Et du coup, pour saisir cette opportunité, notre vision aujourd'hui, c'est qu'il vous faut absolument, dès maintenant, mettre en place une organisation compatible. Alors, ce que j'appelle moi une organisation compatible facture électronique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a encore 2-3 ans,
c'était assez discuté ou discutable le fait de dire oui, quand j'utilise la techno, est-ce que la techno est suffisamment mature d'OCRisation, donc d'automatisation de la saisie comptable, est-ce que ça peut me permettre de vraiment gagner du temps, etc. Aujourd'hui, on est capable très facilement de démontrer, on a énormément de témoignages qui nous disent bah oui, effectivement, quand je collecte efficacement via un portail que j'envoie 100% en OCR, je gagne effectivement du temps. Et j'organise mon cabinet de telle sorte que je vais avoir une partie du flux qui part directement en compta, en prod, et puis une partie qui va être contrôlée quand même par des contrôleurs de flux, 1, 2, 3 contrôleurs de flux au cabinet. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui dans des tout petits cabinets et qu'on voit dans des cabinets de 200, 300, 400, 500 collaborateurs. Voilà, cette organisation compatible facture électronique, elle va permettre de gagner du temps. On parle de 30% sur la saisie et on est encore une fois pas dans la théorie, on est dans la pratique. Et là, ce qu'on préconise, c'est-à-dire en fait, vous avez des services, en particulier avec l'arrivée de la facturation électronique. Il y a un très bon dossier d'ailleurs qui vient de sortir dans la revue La Profession Comptable où Stéphane Reynaud est dans cette même analyse, cette même idée, qui est de dire bah, là, le temps gagné, le mettre en œuvre tout de suite pour la thématique du moment, la facturation électronique, formation, aide à choisir des outils, etc. Et puis, parce que il va y avoir un déplacement du temps passé par les collaborateurs et un changement d'organisation indispensable, et que vous aurez fait ce premier passage pour dire, OK, je vends des prestations supplémentaires nouvelles qui sont absolument légitimes et attendues par vos clients. Là, ensuite, vous allez pouvoir itérer pour proposer d'autres services. Et donc, la recommandation, en fait, et on va rentrer dedans un peu plus avant là encore, c'est d'y aller maintenant en mettant en place votre portail client. Alors, forcément, nous, on dit My Company Files, chaîné sur un bon OCR à 100%. Donc, on est vraiment sur une logique d'industrialisation à l'instant T. C'est de dire, c'est plus possible aujourd'hui de dire, je vais avoir des process de travail différents, d'autant que, Cyril l'a dit tout à l'heure, on va vers du temps réel. Ce sera plus négociable avec le e-reporting, etc. Donc, ce serait un petit peu aberrant aujourd'hui de dire, j'y vais pas. Et le temps est court. Alors, pour avancer dans ce process-là, le premier sujet, c'est de maîtriser les flux. Aujourd'hui, c'est encore, en fait, les cabinets sont encore assez désorganisés, désordonnés sur la logique de collecter ce que le client doit vous envoyer. Donc, on a à gauche, là, sur ce slide, l'ensemble des flux que vous devez collecter. Alors, on fait très rapide. L'idée aujourd'hui, c'est que dès aujourd'hui, vous avez moyen de collecter efficacement cette donnée au travers de votre portail client My Company Files. Donc, les achats, les ventes, les variables de paie, notes de frais, les relevés bancaires, les achats et ce qui n'est pas un journal de vente. Donc, le journal de vente, il va directement en prod, mais tout ce qui n'est pas digeste directement passe par un OCR à 100%. Tout ça part en prod et l'objectif est de restituer de façon automatisée depuis votre production, votre gestion interne, votre arborescence interne, vos GED, etc. sur le portail client. Et là, vous êtes dans une maîtrise du flux déjà. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le premier étage de la fusée. Ce slide-là, en fait, il est là, c'est quelque part, ça marche aujourd'hui. On a des statistiques d'usage de cabinets, traditionnels ou pas, avec des clientèles jeunes ou pas, et ça, c'est fondamental, je montre le deuxième slide, où on a souvent entendu des cabinets nous dire « Ah oui, mais moi, ma typologie de clientèle, ils n'iront pas sur le smartphone ». Eh bien, si, il n'y a pas d'exception à ça. Le milieu rural, par exemple, est aussi sur le smartphone. Et là, stat à l'appui, sur un cabinet traditionnel, cabinet installé, clientèle rurale, on avait 66,8% de dépôts sur le smartphone. Donc, ça fonctionne. Alors, le schéma que je vous ai montré, avec l'arrivée de la facture électronique, il se complique un peu. Alors, vous voyez, c'est la même organisation globale, sauf que à partir du moment où à partir du 1er juillet 2024, un certain nombre de factures, par exemple, les grands facturiers que sont les opérateurs téléphonie. Donc, imaginons moi, entrepreneur, je vais avoir 2, 3, 4, 5 factures qui vont arriver par obligation, parce que eux ont l'obligation.
vont arriver dans la plateforme que j'aurais choisie. Alors là, on a mis PDP, hein, ça peut être PPF, mais donc l'enjeu pour le cabinet est quand même de définir un schéma global. Donc, vous allez avoir finalement un flux qui va arriver directement par la plateforme, choisi par le client. Donc, ce qu'on appelle, nous, le flux achat facture électronique. Et puis, vous allez avoir le flux dont Cyril a parlé. Donc, toutes les sociétés qui n'ont pas encore l'obligation et qui n'ont pas encore fait l'exercice, hein, parce que les sociétés vont avoir le droit d'anticiper. Donc, le flux va grossir sur la flèche verte et diminuer sur la flèche rouge. Pour faire écho à ce que disait tout à l'heure Cyril, vous allez continuer à avoir le B2C et puis, donc quand moi j'achète en tant qu'entrepreneur du B2C, ben, je vais continuer à avoir, en tout cas au moins jusqu'au 1er janvier 2026, de la facturette ou de… Hein, et de toute façon, tous les achats que je fais sur l'étranger, c'est du flux qui ne va pas arriver directement sur ma plateforme et qu'il va falloir que je pousse et qui sera peut-être juste du PDF ou du PDF avec de la donnée attachée, mais pas nécessairement dans les standards, dans les normes qui seront les normes françaises. Donc, ça veut dire que de toute façon, va perdurer un flux rouge en même temps qu'il y aura un flux vert. L'enjeu, c'est que moi, client du cabinet, je puisse retrouver l'ensemble de mes informations, donc envoyer facilement au cabinet, donc continuer en fait tel que finalement je bossais avant, sauf que au lieu de tout envoyer, il y a du flux qui va finalement revenir vers moi en même temps qu'il va rentrer en production. D'accord? Alors, sachant que l'enjeu, hein, c'est que tout ça, encore une fois, soit super simple pour l'entrepreneur. Donc, ça doit, ça c'est notre métier à nous, My Company Files, hein, maintenant depuis des années, de faire en sorte que l'envoi soit très fluide et la réception soit très fluide par le client du cabinet, notamment au travers de l'application smartphone. Alors, je rappelle, marque blanche, donc aux couleurs du cabinet. Donc, mon parcours entrepreneur, en tout cas, doit être super simple. On s'est dit, on va poser la question un petit peu différemment. Donc, première étape, on a maîtrisé les flux. Maintenant, deuxième étape, en tant que cabinet, parce que j'ai un portail qui m'a permis de maîtriser ces flux, j'ai gagné du temps, j'ai manché mon OCR, etc. J'ai gagné du temps. Au travers de mon portail, finalement, qu'est-ce que mon client a besoin de voir ou a envie de voir? Premier sujet, donc là, on est sur les flux. Je vais envoyer, réceptionner facilement, donc sur le smartphone, sur un portail. Logiquement, avec l'arrivée de la facturation électronique, il va se passer deux choses. Vous allez pousser, aiguiller vos clients vers une solution ou une autre solution de gestion commerciale. Hein, on sait que par exemple le bâtiment n'a pas les mêmes contraintes qu'un consultant, donc potentiellement vous allez dire bah, tiens, je t'oriente plutôt sur cette solution ou cette solution. Moi, entrepreneur, je vais vous demander logiquement que via le portail, j'accède à la solution qui est la mienne, que vous m'avez préconisée, et dans la mesure du possible, sans me réauthentifier. Donc, une brique, accès à l'outil de gestion co ou à des outils tiers. Et puis, on rentre dans une logique de traitement en continu. Donc, ça me paraît légitime de dire j'ai envie de voir un tableau de bord, des indicateurs, quelque chose sur ma plateforme. Et puis, je disais tout à l'heure, on va itérer. Vous allez itérer la présentation de votre offre de service. Vous allez démarrer avec des choses simples, complètement légitimes, dans cette logique de la mouvance facture électronique. Et logiquement, il serait bon que via votre portail, vous présentiez en fait, les services que vous allez pousser à vos clients. Alors, deux, trois illustrations très rapides sur le comment. Le portail My Company Files vous permet aujourd'hui de créer des pop-up. Donc, quand je me connecte, je vais voir une actualité. Alors là, on met en avant le fait qu'il y a une application smartphone du cabinet. Et l'idée, c'est que ça vive. Donc, demain, ce sera, tiens, on fait un webinaire sur la facturation électronique. Après-demain, ce sera, on peut vous accompagner sur une solution de facturation en ligne, sur un choix de PDP, etc. À partir du moment où je suis rentré sur ma plateforme, on va me présenter des besoins. J'ai besoin de, et on vous propose des choses alignées. Là encore, l'objectif, c'est que, comme sur une vitrine, j'arrive, en fait, je viens déposer une facture ou récupérer une IAS ou récupérer mes bulletins de salaire et je vois qu'en fait, le cabinet peut m'accompagner de telle ou telle façon. Troisième fonctionnalité hyper intéressante pour aller finalement présenter, proposer à vos clients
services que vous pouvez proposer. Là, on était un peu sur une vitrine, hein, ce que je venais de dire. Votre client vient et il aperçoit des choses. On a une logique de formulaire qui permet en fait de créer un questionnaire, par exemple, et de l'envoyer à toute ou partie de vos clients où vous allez pouvoir le sonder, par exemple, sur l'intérêt pour telle ou telle mission. Alors après, ça sert aussi en production. Vous pouvez avoir des formulaires pour demander les éléments pour démarrer une compta, etc., une prestation, une mission. Mais vous avez ces deux usages. Donc, encore une fois, vous pouvez maîtriser d'ores et déjà vos flux, gagner du temps, créer vos offres, premier niveau d'offres, les présenter via un portail, tout en, du coup, gardant vos clients chez vous. Juste sur la logique portail, et après on va élargir, hein, parce que forcément l'image, le périmètre est plus large que de mettre en place un portail client. Là, ce qu'on vous propose, on dit, bah voilà, par contre, c'est assez urgent parce qu'il faut un petit peu de temps quand même. Mettre en place le portail, il faudrait le faire rapidement, conseil d'ici la fin de l'année. Tester avec vos clients en mode pilote sur le premier trimestre pour déployer sur Q2, Q3 2023. Donc, on voit que le temps passe vite. Donc, je resynthétise. On a cette conviction que tous vos clients ne seront pas sur la même plateforme. Donc, il vous faut un point d'entrée unique, multiflux, marque blanche et portail et appli smartphone. Et ça, c'est essentiel. Je vais passer ce slide-là. Voilà. On a parlé de plan d'action. Quand on a préparé ce webinaire, c'était ce qu'on vous a quelque part, entre guillemets, vendu. Donc, on va parler plan d'action, qu'est-ce qu'il faut faire et les positionner un petit peu dans le temps. Évidemment, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Il est indispensable que vous vous formiez à la facturation électronique. Alors, j'espère que vous considérez que vous êtes au bon endroit. Alors, bien sûr, on ne va pas remplacer une demi-journée, une journée de formation, mais là, je pense que vous avez déjà des éléments un petit peu concrets. Encore une fois, je me répète, mais c'est important bien souvent, mettez en place une organisation compatible facture électronique, portail plus OCR, 100% des flux qui vont vous permettre en fait d'aller très vite sur une automatisation de la saisie. Il ne faut pas oublier dans ce cas-là de mettre un contrôleur de ce que fait l'OCR et de libérer finalement les autres collaborateurs pour qu'ils puissent justement avancer vers des missions différentes. En parallèle de ça, il va falloir étudier justement parce que ça, je crois que Cyril, on en a parlé en le préparant, tu dis bah oui, il faudrait que les cabinets préconisent un PDP parce que la nature a horreur du vide. Ah, je ne pense pas trahir ta pensée, Cyril. Tu n'hésites pas à lever la main si non, pas d'accord. Voilà, donc, et puis, donc là, tout le monde le dit, on va être dans de l'apprentissage, tout le monde va être dans de l'apprentissage sur ce sujet. Donc, vous allez être dans du test, donc vous allez identifier un ou deux PDP candidats et puis les tester avec quelques clients. Actuellement, mon cabinet est en train de tester Je Facture avec moi. Voilà. Ce qui me permet, moi, de rentrer aussi dans cette logique de compréhension de, ah oui, ok, c'est comme ça que ça va se passer au niveau des statuts, etc. En tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc, ensuite, vous avez formalisé le choix d'une PDP. Donc, commencer à définir donc des nouvelles offres de services parce que là, vous allez avoir plus de temps et que il est indispensable de toute façon d'aller compenser le chiffre d'affaires qui, lui, va réduire par rapport à la saisie traditionnelle. Donc ça, c'est en interne cabinet. Auprès de vos clients, il va vous falloir les sensibiliser aux enjeux de la facture électronique. Il faut que vous preniez la parole absolument. Parce que encore une fois, d'autres vont s'en charger autrement. Vous allez pouvoir, et ça c'est de la prestation de service, les accompagner dans l'évolution de leurs processus et de leurs outils. Et puis, accessoirement, les accompagner sur l'inscription dans l'annuaire de la PDP. Alors, on aime bien dire et poser la question, est-ce que vous savez quelle est la différence entre un rêve et un projet? Alors, c'est une phrase de Disney, ça, la différence entre un rêve et un projet. Roulement de tambour, c'est une date. Alors, du coup, on a projeté un petit peu dans le temps les différentes actions qu'on a mentionnées. Oui,
Oui, parce qu'il y a des échéances, forcément. Donc, si vous voulez être prêt pour le 1er juillet 2024, c'est important donc de commencer tout de suite, si ce n'est pas fait, à vous former, à former le cabinet. En parallèle, mettre en place le portail client du cabinet, encore une fois, la notion de garder vos clients sur votre quai d'embarquement. Si vous ne proposez pas aujourd'hui un quai d'embarquement, d'autres vont se charger de les récupérer et puis après, quand vous allez leur préconiser le PDP, ils ne seront plus là. Je caricature un petit peu, mais c'est l'enjeu. Donc, et commencez à prendre la parole, sensibiliser et informer vos clients. Donc voilà, j'ai déjà mentionné les autres points. L'importance, si je reviens sur les deux dernières lignes, la définition des nouvelles offres de services et la proposition de ces nouvelles offres de services, ça c'est une conviction forte que j'ai. Mon métier à la base, je suis ingénieur, mais j'ai été marketing produit pendant des années, ce qui signifie créer une offre, la faire connaître, etc. Il faut y aller par étapes. Ce serait vouloir gravir l'Everest du premier coup. Il faut absolument que j'ai défini toutes mes offres pour le 1er juillet, pour que ce soit prêt pour le 1er juillet 2023. Ça ne peut pas se passer comme ça. Commencer par ce qui est logique, simple et dans un périmètre maîtrisé pour aller ensuite vers toute la richesse de ce que vous pouvez proposer, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'attends mon expert comptable sur ma protection, ma retraite, la mutuelle de mes salariés, la retraite de mes salariés, etc. Voilà. Donc voilà pour ce que nous voulions vous apporter. Il est 18h06, on a un tout petit peu débordé. Jean-Blaise, on peut peut-être prendre quelques questions. Ton micro est coupé. Jean-Blaise, on ne t'entend pas. Ça y est, normalement, vous m'entendez. Ouais, oui, on a eu beaucoup de questions auxquelles j'ai essayé de répondre au fur et à mesure et pour certaines avec l'aide de Cyril en parallèle. Il y en a une qui retenait mon attention sur la fin. Alors, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Il y en avait une qui est assez intéressante sur la complémentarité justement des PDP avec les OD. Et Cyril l'évoquait déjà dans la partie, dans la présentation qu'il faisait sur l'agrégation d'un certain nombre de services qui sont offerts par les OD. Et en particulier pour My Company Files, sur la disponibilité c'est tout notre discours de dire que le portail client, le point d'entrée numérique du cabinet, dans la démarche de l'arrivée de la facturation électronique, structure toute l'approche et la maîtrise des flux qui anticipe l'arrivée de la facturation électronique. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, mais c'est vraiment la combinaison de l'OD et de la PDP qui propose une structure complète et qui permet de gérer au mieux l'arrivée de la facturation. Si on voulait synthétiser, si je peux, c'est de dire que dans la chaîne de valeur, il y a tout ce qui est valeur ajoutée de préparation et de traitement, suivant le côté qu'on est, que je vais qualifier de fonctionnalités d'OD. Il y a les fonctionnalités de PDP qui sont le réglementaire, les contrôles sur l'échange, la relation avec l'administration fiscale. Et puis de l'autre côté, on a à nouveau le symétrique avec l'OD. Et donc, effectivement, ces composantes de service, elles peuvent être indépendantes, offertes comme vous pouvez le faire dans votre positionnement. Et puis, sachant que face à vous, il y aura des gens qui seront à la fois PDP et OD quelque part. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir proposer les deux types de valeur ajoutée en arguant du fait que c'est plus intégré, etc. Donc, et que vous pouvez arguer du fait que c'est plus centralisateur puisque effectivement les flux peuvent provenir de plusieurs canaux PDP ou OD. Donc voilà, comme PDP ou PPF. Pardon. Donc voilà un peu comment les choses peuvent se passer et se présenter. C'est ça. Et là où on est, nous, en fait, très confortable dans cette réflexion, Cyril, c'est que, encore une fois, et j'étais tout à l'heure avec un des candidats PDP avec qui j'ai déjeuné, quelque part, nous, notre premier métier, c'est cette interface client multiflux pour le cabinet, et la relation du cabinet, encore une fois, ne se réduit pas aux factures achat-vente, au flux achat-vente. Ce qui veut dire que nous, on peut travailler en partenariat très, entre guillemets, constructif avec les différents PDP selon leurs capacités et par rapport aux attendus et aux besoins de nos clients à nous. Voilà, donc l'enjeu, c'est on travaille
à 3 et donc avec chaque PDP, hein, finalement, tous ceux qui sont prêts à jouer le jeu. Ceux qui sont dans le monde de l'expertise comptable, les partenaires entre guillemets traditionnels, parce qu'il y en a qui sont assez jeunes, mais par exemple un Regat qui n'est pas très vieux hein, en termes d'âge, mais qui est identifié comme partenaire de la profession. Voilà. On est sur des acteurs avec lesquels on peut travailler intelligemment pour construire. Et en fait, l'enjeu, c'est le parcours client du cabinet, parce que encore une fois, si pour lui c'est pas clair, si c'est compliqué, ben on va avoir des freins partout. Je vois qu'il y avait une question là sur l'archivage, je peux éventuellement y répondre en live. Ouais. Les obligations d'archivage et d'ailleurs de conformité fiscale ne changent pas. C'est-à-dire que les entreprises ont l'obligation d'archiver les factures au sens facture électronique, donc pas le PDF qu'on a déposé, mais la facture avec les données qu'on a émises ou qu'on a reçues. Donc pendant 6-7 ans, plus en commercial, ça monte à 10 ans. Donc ça, c'est une obligation. Les PDP, elles ont l'obligation de tracer ce qu'elles font, à minima pour leur compte et souvent pour le compte de leurs clients, de façon à pas casser la piste de dite fiable. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une conversion, parce qu'il y a aussi une possibilité de convertir d'un format à l'autre, j'envoie un format structuré, enfin l'émetteur envoie un format structuré, je sais pas, un Orange, je sais pas s'ils font ça, mais les grands émetteurs peuvent faire de l'UBN, un fichier structuré, et puis le destinataire, lui, veut voir un FactureX parce que c'est plus simple pour lui pour le regarder. Et donc, il y a une sorte de transformation au passage de la facture. Donc là, les PDP devront garder les traces qui permettent de garantir que l'intégrité a été conservée dans la transformation. Et donc, qui permettra de ne pas casser la piste d'audit fiable de bout en bout. Mais c'est ça leur obligation première, c'est de dire ce qu'ils ont fait, et enfin de conserver ce qu'ils ont fait pour permettre la traçabilité de la PAF. Maintenant, la PAF, ça commence au fond de l'entreprise et ça finit au fond de l'entreprise. Hein. C'est la relation entre la livraison et la facture, et ça, c'est pas les PDP qui vont le faire, c'est les systèmes d'information de l'entreprise. Et pareil, de l'autre côté, le rapprochement entre la facture, la livraison, la commande et le paiement, c'est aussi dans l'entreprise que ça va se faire. Donc l'entreprise a à nouveau aidé de ces systèmes d'information, dont les OD, un OD peut aider au rapprochement et donc il porte une partie de la piste d'audit aussi, par exemple. Ouais. Très bien, merci Cyril. Pas mal de questions aussi sur les OD, mais alors d'une manière très générale, c'est-à-dire que là on s'interroge sur les fonctionnalités qu'on va retrouver au sein des OD. Est-ce qu'on retrouvera des équivalents logiciels de facturation qu'on a actuellement? Est-ce qu'elles permettront l'import comptable des factures dans nos logiciels de production en cabinet comptable, etc. Donc je ne veux pas m'engager par rapport aux différents OD, mais j'ai le sentiment que l'ensemble des fonctionnalités seront abordées par un grand nombre des plateformes. Oui, mais en fait, OD, encore une fois, c'est prestataire qui accompagne les entreprises. Donc, les logiciels de gestion comptable sont des OD, voilà. Techniquement. Les logiciels de gestion commerciale sont des OD. Ils aident à fabriquer les factures, on les saisit en ligne comme on peut, ou alors parce que c'est intégré dans un mécanisme type ERP. Et puis il en sort une facture structurée qui va bien ou mixte, qui est poussée vers une PDP. Et à ce moment-là, l'histoire commence. Donc voilà, donc les OD, la valeur ajoutée des OD, c'est très ouvert. Hein, des fintechs qui permettent de faire du paiement sur une facture en cliquant dedans. C'est une fonctionnalité d'OD aussi, enfin, c'est une fonctionnalité à valeur ajoutée en aval de la facture. Et donc, c'est large. C'est ça. Alors, bon, il y a pas mal de questions. Je vois une question aussi sur un client qui fait de l'immobilier, LMNP notamment, a un sirène, mais il ne le donnera jamais chez le roi Merlin et n'y pensera pas, même si on lui a bien expliqué le truc. Alors, ici, il va finir par y penser. Ça, il va finir par y penser, sinon il ne pourra pas déduire sa TVA. Donc, il va y penser, c'est sûr. La section, c'est ça. Hein. Si vous achetez, c'est le roi Merlin. Le roi Merlin, lui, va déclarer probablement en B2C parce que son système de caisse, il ne saura pas faire la différence. Et après, si vous n'allez pas sur l'automate qui vous permet d'avoir une facture, eh ben, vous n'aurez pas de facture. Et si vous n'avez pas de facture, la compta, ça va pas être facile en tant qu'acheteur. Et la TVA, en tout cas, il ne faudra pas trop rêver. Elle ne sera pas déductible. Donc, ça va pousser à dire, je veux une facture, je rentre mon numéro de sirène parce que c'est probablement la première question qu'on vous posera. Et si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas de facture. Enfin, ça va être mécanique. Hein. Alors, une question sur la gestion des stocks, je ne sais pas trop
Y aura-t-il une gestion des stocks? J'avoue, je sais pas si Cyril, ça t'inspire. Bah, enfin, il y a pas tellement une gestion des stocks dans la comptabilité des entreprises, s'il y en a, mais ça ne joue pas sur le déclaratif. Ouais. Ça c'est certain. Après, c'est les règles de l'entreprise restent les mêmes, hein, c'est-à-dire que je dois facturer quand j'ai livré ou et puis quand j'ai livré. Et puis après, bah, les règles comptables sur la gestion des stocks, etc., restent les mêmes. C'est indifférent, ça. La réforme ne touche pas à ça. Ouais. Très bien. Donc oui, j'ai eu beaucoup de questions sur la présentation. Donc oui, vous recevrez de toute façon le replay du webinaire et puis pour ceux qui le souhaitent, on pourra vous envoyer aussi une copie du deck qui a été présenté. Donc ça répond à de nombreuses interrogations qui sont arrivées tout au fil de la présentation. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient en suspens, me semble-t-il. Je pense qu'on est bien, effectivement. On va vous laisser digérer ces infos. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être un peu dense pour ceux qui étaient peut-être plus néophytes sur la réforme. Où ça fait double couche. D'un côté, la réforme et puis après une lecture ou une proposition d'approche. Vous aurez le replay de toute façon pour y revenir. Juste en rebond, parce que c'est quelque chose qui pour moi est super intéressant. Ce qui a été mentionné par Cyril tout à l'heure sur le fait que les factures internationales, dans le cadre du e-reporting, donc à partir de l'obligation qui sera 1er janvier 2026, alors c'est hyper important, je pense que vous devez bien les avoir en tête, ces obligations, pour bien planifier dans le temps vos interventions, parce que voilà, c'est vrai que le e-reporting aura une complexité un petit peu différente. Mais donc, moi, ce qui fait écho quand j'entends il faudra faire du reporting à la ligne pour les factures qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire il faudra les collecter. Donc bon, là, on sera là pour ça. Et c'est vrai que certains disent, tiens, mais est-ce que l'OCR servira encore à quelque chose? Je pense qu'aujourd'hui, des gens qui sont positionnés en OCR, de toute façon, ont une valeur ajoutée qui consiste en la catégorisation et en la génération d'écriture et à la gestion en compta. Et en tout cas, il y aura besoin de pouvoir faire de la saisie fine à la ligne à partir du 1er janvier 2026. Donc, voilà, globalement, tout ne va pas s'arrêter en un clin d'œil. Mais par contre, et encore une fois, pour moi, si j'ai une préco à faire, c'est commencez, mais si vous ne l'avez pas fait, commencez vraiment maintenant votre portail, votre OCR à 100% et organisez votre cabinet pour commencer à libérer les collabs et commencer à les faire avancer. Et puis, vous mettez certains profils, des juniors, ça, en contrôle de flux. Pour information, comme je disais, j'ai eu des cabinets de 1 à plusieurs centaines de collaborateurs qui sont entrés dans cette logique-là. Et je pense à un cabinet que j'ai rencontré au congrès de l'ordre qui m'a dit, texto, ils sont 200, ils ont 60% des flux de factures qui rentrent directement en prod comptable. Sans être regardé par de l'humain, parce que l'OCR donne un indicateur comme quoi il est 100% sûr de ce qu'il fait sur ces 60% de factures. Et ils ont mis en place, du coup, des contrôleurs de flux. Alors, je n'ai pas le nombre exact de combien ils sont, mais c'est une réalité. On pourrait penser que ça marche dans les petits cabs. Non, ça marche en fait aussi dans les grosses structures. Voilà. Cyril, peut-être le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que si vous n'avez pas commencé à vous y mettre, ça commence à être en retard. Je ne peux pas dire autre chose, mais 2024, ça vient vite, surtout que en tant que cabinet, en fait, vous devez anticiper parce que vos clients doivent déjà, ce qu'on dit pour les entreprises, c'est qu'il faut déjà commencer à se préparer maintenant. Alors, certes, plus pour les grandes et les ETI, mais des grosses PME aussi. Mais par contre, ceux qui doivent aider les entreprises, il faut qu'ils se préparent avant que les entreprises se préparent. Donc, on est dans un trend où 2024, c'est vraiment demain. C'est même plutôt hier, d'ailleurs. Ouais. Il y a 2 périodes fiscales au milieu. Ça fait partie des choses qu'on… Ouais, je sais bien. Mais c'est important de bien percevoir. Voilà, se dire qu'on fait ça quelque part fin 2023 serait plutôt une erreur. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se positionnent. On a vu 70 PDP, et puis si je devais étendre à tous ceux qui veulent être OD, etc. Il y a plein de gens, ou les banques, il y a plein de gens qui vont aller voir vos clients en surfant sur la réforme, même en la connaissant peu, et qui vont leur expliquer tout ce qu'ils peuvent éventuellement faire de bien pour eux. Donc, il va falloir prendre la parole et garder les flux, comme tu l'as dit.
Exactement. Donc voilà, et juste peut-être en ouverture, alors on est en train de travailler sur un support pour que vous puissiez, pour ceux qui sont clients de My Company Files, introduire, expliquer la réforme pour vos clients, donc vis-à-vis de vos clients. Il y a un certain nombre et c'est là que c'est intéressant aussi de travailler avec les groupements. Hein. On a échangé avec Walter France, avec Cabex, avec Groupe Excel, avec Eurus, avec ATH. Alors, je suis désolé pour ceux que j'oublierai, Copilote. Voilà. Là, le fait de travailler entre guillemets en réseau est super important et super intéressant parce que les réformes vont vite, enfin tout ça va vite. Donc pouvoir disposer de support, parce que tous ces réseaux réfléchissent à ça aussi. Donc nous, on va vous proposer ça. Dans votre contexte, pour ceux qui sont clients, bah, ça peut être, je pense, très utile. Mais voilà, ça ne veut pas dire que de toute façon, on fera tout le mieux par rapport. Donc vous aurez peut-être envie de faire un best-of entre ce que vous aurez entendu. Voilà, et vu. Jean-Blaise, un dernier mot à ton niveau? J'espère d'abord, merci à tous. Merci infiniment à Cyril pour sa participation. Merci à toi pour le déroulé de la vision et de la feuille de route My Company Files. Merci à tous les participants qui sont restés jusqu'au bout pour une grande majorité. Donc, je suppose que c'est parce que c'était clair et utile. En tout cas, c'est notre objectif. Et puis, pour mot de la fin, on se tient à votre disposition pour avancer, pour échanger. Comme le disait Charles-Olivier il y a quelques instants, que ce soit par le biais des réseaux ou directement avec chacun d'entre vous, c'est des sujets qui structurent toute notre approche des mois et des années à venir, et je dirais sous forme d'écosystème. Donc, ça vous impacte, ça impacte les entreprises et ça impacte les éditeurs, toutes les personnes qui travaillent autour de la profession pour faire en sorte qu'on colle à cette réalité, à cette échéance, et que tout ce qu'on met en place vous aide et vous accompagne dans cette transition, en tout cas dans cette révolution, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Voilà. Donc, merci à tous. Top, merci JB, merci encore Cyril. Et juste en conclusion, là, j'ai un commentaire qui fait super plaisir, c'est sympa, de Jérôme. Il se reconnaîtra. Super utile, un grand merci. Allez, hop, apéro. Voilà, donc bonne soirée à tous. Et bien sûr, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notamment des formulaires de prise de rendez-vous sur le site web de My Company Files, qui est encore le plus pratique. Voilà. Merci encore Cyril. Merci à tous pour votre attention. Merci Jean-Blaise. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.